merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que tout le monde, est arrivé. Voilà, donc notre conférence de presse de rentrée. Donc on voulait un peu vous mettre un petit peu l'état des lieux du contexte, mais aussi surtout des projets que l'on a pour cette rentrée syndicale, parce qu'on a quand même pas mal de projets à vous présenter. Donc... Est-ce que vous pouvez juste vous représenter avant, oui. s'il vous plaît? Voilà. Excusez-moi. Moi, je suis Marie-André Luerne. Je suis la présidente de la FDSEA du Morbihan, productrice de lait. Et moi, Franck Pellerin, je suis agriculteur à Val-d'Oust, plutôt dans l'Est. Je suis éleveur de bovins et de porcs avec mon frère. Et moi, je suis le secrétaire général de la FDSEA. D'accord, super, merci. Alors nous, voilà, on voulait repartir un peu des acquis syndicaux, parce que c'est vrai que l'année 2023 a été quand même très... on a été en action comme en début d'année assez fortement, avec des demandes très précises. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. On a des acquis, mais on a aussi encore des choses qui ne sont pas abouties, puisqu'il y avait un projet de loi qui était passé la barre de l'Assemblée nationale et qui devait être débattu au Sénat et qui a été stoppé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ces réponses-là ne sont pas bien sûr arrivées, mais il n'empêche que nous, on veut quand même dire qu'il y a déjà eu des choses qui ont été obtenues. Nous, on avait quelques grandes demandes. C'était sur les prairies permanentes. C'est vrai qu'on a été quand même plus ou moins entendu, le GNR, et puis voilà, quelques points autrement. Mais toujours quand même des attentes importantes sur la simplification administrative. Et et surtout laisser un peu de latitude aux agriculteurs pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets et entreprendre. On voit bien que la réglementation qui est nécessaire, mais qui est quand même complexe, entrave quand même la liberté d'entreprendre et du coup aussi l'installation et le renouvellement des générations, puisque voilà, si c'est compliqué, ça met des bâtons à la roue et des freins à ceux qui ont des projets. On va sur entreprendre. Ouais. Il y a des questions après sur les acquis, on pourra y revenir. Donc, effectivement, quand on fait la transition, au mois de juin, on est resté sur notre fin avec le remaniement politique. On est en attente assez forte sur le nouveau ministère de l'Agriculture pour justement reprendre cette loi là où on attend beaucoup de choses surtout ce qu'on demandait au mois de juin, parce qu'il y a les enjeux d'attractivité au métier, on le redit, il y a les enjeux de souveraineté alimentaire. Tout peut paraître segmenté, mais c'est intimement lié. Et puis surtout des perspectives de revenus avec une répartition de la valeur pour continuer ce qui est enclenché avec la loi Egalim. Quand on dit loi Egalim, on peut se dire que évidemment c'est pas suffisant, donc il faut absolument plus de revenus pour toutes nos productions agricoles, et surtout on est en Bretagne, on est à Morbihan, en Bretagne, en France, que on arrête tout ce qui est distorsif entre agriculteurs français déjà, et puis entre agriculteurs européens. C'est une demande forte qui avait été évoquée en fin d'année 2023 et début d'année, avec les actions panneaux retournés, etc. Et puis sur la loi entreprendre aussi, ce qui peut apparaître attractif au métier, c'est enlever aussi toutes les charges administratives, psychologiques qui peuvent peser sur les agriculteurs. On a tous une sensibilité différente selon nos compétences, selon nos historiques, selon notre âge, etc. Et donc on demande aussi d'enlever un peu de ce carcan-là, et on attendait beaucoup sur la loi du mois de juin, et du coup on attend beaucoup sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent sur
sur l'aide politique qu'il peut y avoir pour nos métiers de production agricole. Et par rapport à la loi Entreprendre, c'est bien le projet qu'FNSEA apporte et qui a été retravaillé cet été. C'est un nouveau projet de loi que le syndicalisme a retravaillé. Donc bien sûr, il y a des éléments du projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée, mais il a été complété avec des demandes voilà, bien particulières. Donc pendant qu'il y avait, entre guillemets, ce gouvernement qui était à l'arrêt, le syndicalisme a continué à travailler et est force de proposition. Donc on fait aussi de la présentation auprès des parlementaires pour que le sujet de cette loi, qui est très importante pour l'avenir, soit que les groupes s'en saisissent. Donc voilà. Donc c'est une loi clé en main qui leur est proposée parce que voilà, il faut que les choses avancent, quoi, qu'on ne reste pas dans l'immobilisme. Donc et d'ailleurs, on va les rencontrer bientôt pour appuyer aussi nos demandes morbihanaises et bretonnes sur ce projet de loi. Et d'ailleurs, lié à nos particularités plus de l'Ouest, c'est d'avoir plus d'aide, on l'avait dit en début d'année, mais on le redit, c'est d'avoir plus d'outils d'aide fiscale ou sociale sur nos métiers d'élevage. On avait connu il y a quelques années des aides au suramortissement matériel divers et variés. Nous, on est plutôt à demander des aides pour tout ce qui est investissement en élevage, quel qu'il soit. Ou des avantages fiscaux, c'est important. On sait très bien que nos métiers d'éleveurs ont un peu plus de contraintes de travail, mais aussi économiques en termes d'investissement. Donc du coup, on est quasiment en légitimité, on est complètement en légitimité plutôt de demander d'avoir plus d'aide fiscale et sociale sur nos métiers d'élevage. Ça, ce sera une de vos revendications pour cette année? Tout à fait, on l'avait déjà, mais on va la réappuyer puisqu'on voit bien que si on n'a pas ça, on arrive en distorsion de concurrence par rapport à ce qu'on disait tout de suite. Sur et puis, il y a la loi de finances qui va être en discussion aussi. Donc, il y avait des mesures qui étaient, entre guillemets, promises, que nous, on pense qu'ils sont, entre guillemets, qu'on voudrait qu'ils soient acquises, mais on sait qu'il y a aussi tout ce travail sur la loi de finances. Maintenant, il faut que ce soit aussi acté dans cette loi pour que ça puisse être... Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas si on passe sur nos projets autrement. Pour revenir sur vos revendications, vous avez eu des acquis syndicaux. Oui. Arnaud Rousseau a évoqué l'éventualité d'un nouveau mouvement pour se faire entendre. Quelle est la position dans le Morbihan de ce côté-là? Nous, comment dire, les mobilisations sur les barrages ou les routes, c'est l'ultime action, c'est quand on n'a pas réussi à œuvrer par d'autres biais. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller auprès des parlementaires, on attend d'avoir un ministre. C'est la première étape, le ministre. Il y a déjà le Premier ministre qui est en place, mais on attend qu'il y ait, parce que un ministre qui s'occupe juste des affaires courantes, c'est pas suffisant. On voit bien qu'on ne peut pas travailler les dossiers sur le fond. Et voilà, rien n'est exclu au jour d'aujourd'hui, mais on espère, et on a le grand rendez-vous quand même du SPAS, où on va aussi pouvoir croiser des personnes et œuvrer, et après on aura la stratégie qui va bien, quoi. Mais en tous les cas, on ne peut pas avoir fait tout ce qu'on a fait en début d'année et se dire, avec tous les enjeux de souveraineté alimentaire qu'il y a et de renouvellement des générations, il faut quand même penser que d'ici, avant 10 ans, un agriculteur sur 2 peut prétendre à la retraite. Donc quelque part, si on n'agit pas rapidement, on peut se dire qu'en fin de compte, on n'aura pas suffisamment de producteurs pour fournir l'alimentation, sachant que déjà dans l'assiette moyenne d'un Français, il y a déjà 50% de ce qu'il mange qui est importé. Moi, j'ai rien contre l'importation et l'exportation, mais il faut être quand même conscient que voilà, si on veut avoir une alimentation et qui respecte les normes qu'ont contraint les agriculteurs français, voilà, je pense que c'est un choix de société. Soit on délocalise complètement son alimentation, et puis là, on se dit le renouvellement des générations n'est pas un problème. On sait qu'on sera souverain parce qu'on achètera à l'extérieur. Ou bien on se dit, si c'est important, il faut qu'il y ait des jeunes pour la relève. Et dans ce cas-là, on met les moyens pour que les jeunes puissent s'installer. Et on sait qu'il y a des jeunes. On sait que les écoles, on voit les effectifs, il y a des jeunes dans les écoles agricoles.
Et les jeunes s'intéressent à l'agriculture. C'est un métier qui a du sens et qui intéresse. Donc en fin de compte, on a le vivier des potentiels agriculteurs demain. Maintenant, voilà, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique qui permette aussi à ceux qui ont des projets de pouvoir les mener à bien et pouvoir être sans nous à la FDSE, on n'a pas de modèle à prôner, c'est pas notre sujet, hein, mais c'est que les jeunes qui ont envie de venir à l'agriculture ont les moyens de pouvoir mettre leur projet en place. Alors nous, on a initié des temps forts, donc on avait fait déjà un programme qui a commencé les 6 premiers mois de l'année. Et là, donc c'est ce qui se décline maintenant jusqu'au mois de décembre. Donc on avait fait une journée laitière, là on fait une journée bovin. Donc c'est sur la contractualisation et tout le sujet d'achat-vente et puis bien sûr la valorisation des produits. Et il sera fait aussi ce jour-là un point sur le sanitaire parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. On voit que le risque sanitaire, toute production est quand même c'est une menace, aussi bien la FCO, la MHE que la grippe aviaire ou bien la FPA. Enfin, voilà, le sanitaire est quelque chose qui est très important. Après, c'est le lendemain, le mercredi 25 septembre, on a une journée, là c'est végétal, la station de Carplus, voilà, pour voir aussi d'autres possibilités de production, autres que celles que l'on peut faire déjà, qui peuvent être déjà développées, mais voilà, pour aussi éclairer les agriculteurs. Hein. On a une belle station à Carplus, donc on fait une journée. Après, la filière porcine, le 8 octobre, là aussi, c'est à destination des producteurs de porc. Ce qu'on a voulu, c'est que chaque adhérent, mais on l'ouvre même aux non-adhérents, puisse avoir un temps d'échange et de réponse à vos questions qui peuvent se poser sur leur production. Ça, c'est dans le Morbihan. Hein. Ça, c'est le Morbihan. Alors, tout ouvert. Voilà. Et le 10 octobre, là, on est plus sur la fiscalité parce qu'on a vu qu'il y a des nouvelles mesures fiscales et on se dit que les agriculteurs, il faut qu'ils se les approprient pour pouvoir aussi échanger avec leurs comptables. Donc là, on fait c'est une petite journée, enfin une journée sur la fiscalité. Après, nous avons, mais là, la date n'est pas fixée, sur la volaille. Hein. On a aussi beaucoup de producteurs volailles. On avait déjà fait lait, on avait fait caprin, on avait déjà fait des journées thématiques, chasse et autres, mais là, voilà, on est sur... Et on a une grande journée. Là, c'est vraiment le grand rendez-vous de l'alimentation. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre d'ampleur assez importante. On vous a mis une feuille. Là, on va inviter au-delà des agriculteurs, enfin agriculteurs syndiqués ou pas, mais au-delà de ça, on va aussi ouvrir aux consommateurs, s'ils veulent venir, aux politiques, à ceux qui sont responsables sur les communes ou autres. Voilà, c'est très large, c'est vraiment comment nourrir aujourd'hui et demain. Alors, il y avait eu une première édition il y a 10 ans, ça s'est passé au Palais des Arts, ça s'appelait les Assises de l'alimentation. Et du coup, on s'est dit, 10 ans après, où en est-on? Comment l'agriculture morbihanaise, bretonne et morbihanaise en l'occurrence, peuvent s'intégrer dans les nouveaux enjeux d'alimentation pour voir comment les gens veulent s'alimenter, de quoi ils ont besoin, et si nous, nos filières, nos productions, et tous les temps forts que l'on fait sur les productions, c'est pour aussi alimenter cette réflexion, comment nous, on peut s'intégrer dans ce changement un peu de société, hein. Et on a essayé d'avoir des intervenants qui peuvent nous éclairer pour avoir une vision plus large que juste le Morbihan, parce qu'on a aussi de l'intervention qui va nous parler au niveau européen et mondial, pour vraiment une vision globale. Et après aussi aller jusqu'à une table ronde où là on aura vraiment des initiatives et comment on peut œuvrer. Donc on aura par exemple comme le secrétaire général de Métro France, on aura Braise Restauration Collective, donc c'est la plateforme régionale qui vient d'être mise en place pour les lycées. On a la présidente du réseau national de la restauration collective.
Donc on a François Valli, notre collègue, parce qu'il est aussi président de la FNP, mais beaucoup travaillé sur le manger français. Voilà, donc on a décliné toute une journée pour pouvoir voir comment nous, les agriculteurs morbihanais, l'agriculture, l'agroalimentaire, on peut s'intégrer dans l'alimentation de demain, quoi. On va être proactif, on veut aussi donner des pistes aux agriculteurs qui viendront écouter. Parce que voilà, il y a eu quelques temps, on parlait que du monté en gamme, on nous montrait une direction, nous on veut voir si c'est vraiment la direction qu'on doit tous prendre, ou bien voilà, comment on se situe pour l'avenir, pour les années et peut-être les 10 ans à venir. On verra si dans 10 ans il sera fait quelque chose, mais en tous les cas, pour avoir une direction, quoi. Et c'est ce qui nous manque de toute manière, c'est pour ça qu'on demande aussi une loi agricole, c'est qu'il manque un cap et une direction claire. Alors, je ne veux pas dire que nous, on va la donner, mais ensemble, on va la chercher en tous les cas. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Ouais, juste un petit complément éventuellement. En fait, c'est vraiment d'inviter, on veut ce grand rendez-vous, là, j'insiste là-dessus, c'est que on veut inviter un peu tous les partenaires locaux, mais aussi avoir une vision très globale. Évidemment, vous êtes bien invités aussi pour. On a besoin de relais pour faire bien comprendre. Et annoncer aussi l'événement. Et puis on veut surtout aider à sortir des poncifs qu'on peut entendre parfois. On sait très bien, nous, autour de la table ici, qu'on ne mangera pas que local à 2 km de chez nous. On a besoin un peu de tous les agriculteurs, toutes les agricultures, pour justement arriver à avoir quelque chose de cohérent sur nos territoires départementaux, mais aussi sur le territoire national. C'est aussi ça qu'on veut transmettre derrière le grand rendez-vous, et puis de dire que sur un territoire, eh bien, on a tous essayé de donner, comme l'a dit un peu Marie et André, c'est de donner un peu un cap pour qu'on travaille ensemble et pas contre. Je pense que de plus en plus, on a intérêt à donner du sens à tout ça, et puis et derrière ça, en fait, c'est aussi faire le lien avec tout ce qu'on a dit au début, c'est que un agriculteur s'invite 3 fois par jour à la table de tous les consommateurs, donc on a intérêt à être compris, à comprendre, etc. Donc voilà. Et tous les autres événements peuvent paraître techniques, mais vous êtes aussi bienvenus, parce que c'est pas que technique malgré tout, c'est aussi par rapport aux grands enjeux qu'on a dit tout de suite sur la loi entreprendre par exemple. Et bien quand il y a un peu de technique, il y a aussi un peu d'orientation sur les filières porcines, bovines, etc. Même sur la chasse, il peut y avoir, c'est le temps fort qui était passé au printemps, mais même sur la chasse, il peut y avoir des implications sanitaires, aussi quelquefois des implications de compréhension avec le citoyen sur une zone concernée. Enfin, ça peut paraître un peu en silo, mais malgré tout, c'est très, très transversal tous les rendez-vous qu'on peut avoir. Et puis Marie va présenter le dernier, c'est normal. Le jeudi 28 novembre, là, on a vu quand même que les agriculteurs, on l'a vu lors des mobilisations, mais même auparavant, on l'avait vu lors de nos assemblées générales au niveau des secteurs, c'est qu'il y a quand même de la charge mentale. Les agriculteurs, ils ont le travail physique, mais ils ont aussi une charge mentale qui est de plus en plus prégnante. Et c'est à l'initiative des agricultrices, mais ce sera ouvert aussi agriculteurs et agricultrices. On va faire une journée sur comment alléger la charge mentale. Donc trouver des pistes. On aura des gens bien sûr pour nous aider, mais à trouver des pistes dans l'organisation. Et puis comment on peut se soulager de la charge mentale et mieux appréhender son métier, parce qu'on peut s'organiser différemment. Donc on a cette journée-là qui est prévue. Et là, on aura déjà bien travaillé, on sera arrivé fin novembre. Mais avant fin novembre, on a aussi une opération, là c'est aussi les agricultrices, parce que dans les valeurs du syndicalisme, on a beaucoup les valeurs de solidarité et d'entraide. C'est quelque chose qu'on porte vraiment au plus près de nous. Hein. Nous, on est pour défendre des hommes et des femmes. Et on sait que la santé est importante. Et donc, quelques collègues ont été aussi, comme d'autres, concernés de près ou de loin. Et on va participer à Octobre Rose, donc par cette vente de bottines. Et on va aussi participer, on va avoir une équipe de la FDSEA à la Vantaise, pour en solidarité avec toutes les femmes. Et puis c'est sur Octobre Rose, mais c'est pour montrer aussi notre côté engagé dans le côté solidaire et entraide, qui sont vraiment une valeur historique chez nous, et que
voilà, au plus profond de nous. Donc voilà, donc ça c'est une opération, voilà, on reverse sur chaque vente de bottines, on reverse 20 € à la Ligue contre le cancer. Et voilà, donc c'est une action, c'est pas une revendication, c'est voilà, d'être solidaire avec le reste de la population. C'est une première pour vous ça, C'est une première, voilà. Oui. Bah, ça a été initié par un autre groupe d'agricultrices dans les Hautes-Alpes. Et on décline ça dans notre région parce que chaque département le fait et après on centralise auprès de la FRSEA parce qu'on fait un concours photo après voilà, par rapport à l'achat des bottines pour encourager voilà, et puis sensibiliser par le fait qu'on en parle pour que voilà, pendant Octobre Rose on a un peu de rayonnement et aussi au sein de l'agriculture et des partenaires agricoles aussi. Voilà. La grosse différence par rapport aux autres années, c'est que on pouvait y participer à titre individuel, mais là c'est structuré, avec l'aspect symbolique des voilà, et puis voilà, bottines. Et là c'était la partie visible qu'on vous a mis là. Et puis comme tous les ans, on a aussi la partie peut-être moins visible qui est interne au réseau, mais malgré tout aussi importante que nous pour le réseau syndical FDSE-HJA, c'est qu'on a nos AG de secteur. Quand on dit secteur, il faut entendre les anciens cantons électifs, où on a toujours gardé ce maillage de secteur, où on a nos AG et on rencontre les adhérents de ces secteurs-là pour échanger sur les problématiques qu'on vient de vous citer, mais aussi pour surtout plus écouter que parler, donner les réponses évidemment, mais plus avoir les ressentis du terrain. C'est important dans un monde où et vous le savez mieux que nous, qui est hyper communicant évidemment, ce qui va très vite, mais malgré tout de se poser dans une salle, autour d'une table, souvent avec un moment convivial, souvent on dîne ensemble, clairement. Donc c'est aussi important les langues se dédient plus et on a aussi l'aspect solidarité qui est complètement décliné à ces moments-là. Et bien évidemment, tous les dossiers sont traités par ailleurs par les responsables de dossiers, aussi bien au niveau départemental, régional ou national, parce que nous, c'est vrai que le Morbihan, on a cette particularité-là d'avoir beaucoup de représentants au niveau national, et c'est vrai que voilà, sur différents points, tout est en lien, bien évidemment. Les journées de temps fort vont être aussi aller écouter pour remonter région ou nationale, et aussi pour descendre des informations. Voilà, on a fait, et puis... Voilà, et autrement quelques points spécifiques sur peut-être l'actualité. On a eu un été pluvieux, comme vous avez dû le constater, donc avec des récoltes qui ont pu être moins bonnes que les autres années, avec des impacts sur la production des agriculteurs et la qualité aussi pour l'alimentation du bétail. Et on a un gros dossier qui est quand même prégnant sur notre département, c'est les dégâts liés à la faune sauvage. Ça, c'est quelque chose qui est global sur le département et où vraiment on avait fait une journée chasse, une soirée chasse, mais je pense que voilà, on a vraiment besoin de trouver des solutions parce que aussi bien choucas, sanglier, c'est vraiment quelque chose qui est très très impactant sur notre département et qui on voit que c'est exponentiel. Et voilà, donc ça c'est un sujet vraiment très local, mais qui a des relais aussi dans d'autres départements, mais voilà, c'est quelque chose qui... Ouais, sur ce sujet-là, on est en complément, on est en collaboration évidemment avec les services départementaux de la préfecture, avec la fédération de chasse, et puis il vous a pas échappé que parfois vous voyez des battues où les 4 voies sont coupées, ou des golfs qui sont saccagés. Lorsqu'on commence à voir ça, ça veut dire que la pression faune sauvage est très très importante, et que on va pas dire qu'on commence à être dépassé, mais en moyenne, mais certains secteurs, il y a vraiment des dégâts importants qui peuvent occasionner des nuisances en plus des productions agricoles, mais aussi des nuisances c'est même pas des nuisances, c'est des aspects de sécurité, clairement, sur les voies ferrées, sur les routes, etc. Quand un gros gibier traverse une route de manière impromptue, clairement, ça peut provoquer des accidents, et ça en a provoqué. Donc c'est vraiment un sujet qui dépasse la production agricole et qu'on continue de s'emparer, mais malgré tout il faut de la formation, de la sécurité, etc. etc. Donc c'est aussi un gros dossier où, sur tous nos secteurs, vous avez vu comment on est organisé, on a des référents chasse, des agriculteurs chasseurs, etc.,
qui font du maillage, mais c'est un dossier qui est aussi à mener. Certainement des questions? Oui. Ouais, en fait, ce que je voulais voir, c'est sur les. Donc, on a vu les acquis et ce que vous avez demandé. Sur ces mobilisations et ces demandes particulières pour l'année à venir, lesquelles sont les plus prioritaires, on va dire? Est-ce que voilà, on peut rapidement. Ce que vous avez mis en rouge là sur le dossier, est-ce qu'il y a certaines. Parce que là, pour la réduction des délais de droit commun, ça peut-être que bon, c'est important, mais c'est pas prioritaire. Mais je pense la hausse des redevances de l'eau, ça c'est sans doute un des. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de. En fait, nous, ce qu'on avait dit prioritaire et qu'on conserve, bon déjà, ce qui touche une bonne partie des agriculteurs, qui est complètement acquis aujourd'hui, c'est le retour de la taxe GNR. Donc là, voilà. La deuxième grande revendication qu'on avait, c'était sur l'incohérence des prairies, du dossier dit prairies permanentes, où on passait d'une réglementation à 7 ans à 5 ans pour X raisons, et donc là on a eu un temps mort cette année, et on veut absolument que cet acquis perdure, puisque c'était très mal vécu sur le terrain, puisque c'était une incohérence technico-économique, on va le dire, technico-économique et environnementale, et les trois incohérences. Donc ça, on insiste beaucoup. Il y a aussi tout ce qui était la réglementation d'émissions industrielles appliquée au secteur agricole, surtout pour les producteurs de volailles et de porcs, où là, voilà, un élevage familial de volailles et de porcs était assimilé à une industrie, une grosse industrie, sur l'aspect émissions industrielles. Donc ça, nous, on demande clairement à ce que on soit l'aspect volaille et agricole ne soit pas concerné par ces émissions industrielles, puisque ça induit deux choses importantes, c'est que c'est souvent des investissements importants pour arriver à contenir toutes ces émissions-là, et en plus, à la différence d'industrie, de grosses industries, c'est que certes on peut avoir un peu d'émissions, mais c'est pour amener à manger dans les assiettes. Alors qu'une industrie, c'est soit pour faire des voitures, des téléphones, alors moins en Bretagne, mais ou d'autres manufactures. Donc la comparaison, elle est pas juste, et c'est très mal vécu sur le terrain agricole, et avec un sentiment d'être un peu abandonné, quoi. Et donc et voilà. Et puis les grands dossiers sont un peu liés à la loi Entreprendre, où nous on insiste pour avoir beaucoup d'avantages fiscaux, sociaux sur tout ce qui tourne autour de l'élevage, même si lorsque on a une surface agricole où on fait des céréales en Bretagne et des légumes, mais malgré tout on insiste beaucoup pour avoir ces avantages-là au sujet de l'élevage. Donc se battre contre le retour de la taxe GNR, c'est ça c'est une des priorités. Oui, pour maintenir le système en place, en fait. Voilà. Et d'avoir déjà. Et puis par rapport à la rémunération, c'était Egalim, on était arrivé à Egalim 3, et c'est vrai qu'il y avait encore des points d'ajustement. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui avait été, non pas dans la loi qui était passé le cap de l'Assemblée nationale, mais il devait y avoir, ça avait été promis par le gouvernement, un ajustement encore d'Egalim. Et voilà, c'était un complément pour pouvoir vraiment être complètement dans le système marche avant, où nous, les agriculteurs, on puisse appliquer nos coûts de production pour que, voilà, être sûr de pouvoir, et ne pas être juste la variable d'ajustement comme ça pouvait l'être auparavant. Donc voilà, il y a encore des choses qui sont mises en suspens, et on est dans ces grands sujets-là. Mais malgré tout, en lien avec la loi, et ce que vient de dire Marie-André, c'est que entre le début d'année et le passage de ce projet de loi à l'Assemblée, pour les observateurs qu'on peut être, il y a tout de suite un décalage entre les attentes d'un agriculteur qui connaît bien le métier, et puis une expression. Alors on est en démocratie et on respecte les expressions, mais faire croire que dans une loi on peut mettre des solutions pour l'agriculture du début XXe siècle, bien en fait les agriculteurs le vivent mal, quoi. On va pas revenir à pousser les boîtes, et on ne va pas attirer au métier 100% des futurs agriculteurs à pousser des boîtes. Je le fais très simple, mais malgré tout, c'est ce qu'on a pu entendre au mois d'avril lorsque c'est passé à l'Assemblée. C'est pas passé au Sénat comme on l'a dit, et malgré tout on ne voudrait pas être les agriculteurs, nos revendications,
on ne voudrait pas être pris en otage par la politique politicienne. En clair, entre les guerres de partis, l'agriculture vaut mieux qu'une guerre de partis. Les agriculteurs et les agricultrices valent beaucoup mieux, et surtout que bien on nourrit tous les jours. Donc nous, on veut vraiment que nos revendications elles arrivent au bout, sur des aspects très factuels et efficaces, et toutes les petites guerres politiciennes, les agriculteurs n'en veulent pas, clairement, quoi. Ok. Mais pour l'instant, voilà, on a bien dit avec mon confrère que la mobilisation sur des barrages et des actions fortes, ce sera vraiment s'il ne se passe rien, si vous ne tenez pas. Voilà. Ce sera l'ultime. C'est ça, puisqu'on a tous du boulot. Voilà. Comme vous tous, on a tous du boulot, et quelquefois les agriculteurs un peu plus que la moyenne, donc du coup on préfère être dans nos fermes que être sur les barrages, vous le savez, mais on le redit quand même. Voilà. Puis nous, vous voyez bien, on est force de proposition. Nos syndicats au niveau national, la FNS, URJA, ont travaillé cet été pour réécrire une loi. Voilà, c'est vraiment montrer que maintenant, ils n'ont plus qu'à se mettre au travail dès qu'ils pourront rentrer dans l'Assemblée. Mais voilà, après, oui, si on nous dit que tout ce qui a été fait n'a aucune valeur et que ce n'est pas un sujet prioritaire, c'est sûr qu'on ne pourra pas rester sans que ces sujets-là soient traités à un moment ou à un autre, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. L'impact de la météo, là, vous en parliez un petit peu, mais précisément. Alors en fait, l'impact de la météo est très très hétérogène selon, déjà entre notre département et les petits, mais les grands à la fois, entre le sud-est et le nord-ouest, on est quasiment pas dans le même pays au niveau des départements. Déjà, rien que par rapport à la précocité, les rendements ils sont très hétérogènes, il y a quand même un gradient, c'est pour ça que je dis le sud-est et le nord-ouest. Il y avait un gradient d'hétérogénéité de rendement en céréales qui était plus négatif à l'est qu'à l'ouest. C'est-à-dire que c'était les zones tempérées, il y a eu moins d'hétérogène de rendement. Bon, voilà. Sauf s'il y a eu des excès d'eau très importants, 50, 100 mm, du vent, etc. Donc voilà, je mesure bien mes propos parce que lorsqu'on est agriculteur concerné, quand on a une grosse perte de rendement, zut, Franck Pellerin a dit une bêtise. Donc voilà, c'est hyper hétérogène. Surtout pour les cultures de céréales. Après, pour toutes les cultures d'herbes, évidemment, quand il y a de l'eau, pour ceux qui voient les pelouses pousser, on comprend que c'est un peu mieux que d'habitude. Mais voilà, il en faut un peu tout. Tant qu'on n'a pas de grosses catastrophes, comme dans certains pays, certains départements, pardon, des inondations, des grosses tempêtes, des gros cumuls sur des grosses zones, je veux dire qu'on a la chance, dans le Morbihan, d'avoir un climat un peu plus tempéré qu'ailleurs. Même s'il peut y avoir des impacts très forts. Alors, il y a aussi l'assurance récolte qui peut être une réponse à certains... bien sûr, il faut être assuré. J'en parle quand même, comme vous parlez de l'impact météo. Malgré tout, on peut activer, et le ministre était intervenu fin juillet là-dessus, sur l'indemnité de solidarité nationale. En fait, les agriculteurs qui pourraient avoir plus de 50% de pertes peuvent prétendre à l'indemnité de solidarité nationale. On a répertorié un ou deux. Voilà, donc ça existe. C'est pour ça qu'il y a vraiment des gros... Ça peut aller de plus 10% de rendement à plus de moins de 50%. Donc ça fait quand même quelque chose. Et malgré tout, donc ceux qui ne sont pas assurés, on peut activer par l'administration ce dispositif de solidarité nationale. Une aide de ferme du coup dans le Morbihan pour identifier. Si vous voulez relayer le sujet, c'est bienvenu puisque on n'espère pas qu'il y en ait plus, mais malgré tout s'il y en a plus, eh bien, ils peuvent bénéficier de ça et c'est un dispositif qui n'est pas très connu, donc on en profite aussi pour le dire, quoi. Et c'est vrai que l'assurance, où on a étendu l'assurance récolte aux prairies, on s'aperçoit qu'elle n'est pas vraiment adaptée dans la mesure où c'était plutôt la sécheresse qui était crainte. Et en fin de compte, l'excès d'eau, c'est vu par satellite. Donc on voit que c'est vert. Donc il n'y a pas de préjudice. Et parfois c'est vert et on ne peut pas aller faire le foin, on ne peut pas récolter. Et là, on voit que voilà, il faut encore des ajustements par rapport à l'assurance récolte. Donc voilà, il y a toujours des choses qui ne sont pas parfaites. Mais voilà, après, il faut encourager quand même l'assurance, mais voilà, on voit qu'il faut que ce soit adapté. Il n'y a pas que la sécheresse comme on voit bien cette année, c'est plutôt l'excès d'eau.
Et là, bah, sur les maïs, ils sont beaux, mais il faudra les récolter. On voit bien qu'on n'a pas beaucoup de chaleur pour gagner. Donc voilà, on va voir aussi à la récolte comment ce sera, quoi. Il y a du fourrage, mais il faut que ça va au bout aussi. Il faut aussi la qualité des fourrages, quoi. Je dois vous laisser, j'ai un autre rendez-vous. Voilà, ben, merci en tous les cas. Merci, passez une bonne journée. Merci également. Concernant les maladies bovines, ovines et aviaires, il y a eu un cas de MHE récemment et aussi d'influenza aviaire dans le sud-est du département. Comment en est le département de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a une crainte des agriculteurs? Il y a toujours une crainte des agriculteurs, hein, parce que voilà, le sanitaire, c'est une pression, comme on parlait tout à l'heure de la charge mentale, c'est vraiment une pression. La levée, comme il n'y a pas eu d'autres cas, je crois que c'est aujourd'hui que ça a eu lieu. C'était levé. Pour la grippe aviaire. Voilà. Influenza aviaire, d'accord. Voilà. Pour l'influenza aviaire, c'était levé. Oui, ça a été levé parce que comme il n'y a pas eu d'autres cas, voilà. Ouais. Mais voilà, c'est sûr que c'est une pression continue, hein. Il faut être très vigilant sur la biosécurité, surtout voilà, les mesures qu'on sait mettre en place, mais on n'est jamais à l'abri puisque ça vient aussi par la faune sauvage. Donc, voilà, donc, mais c'est vrai que c'est une pression. Et sur la FCO, c'est pareil, on voit bien que ça arrive de l'Est de la France et c'est, je dirais, galopant. Donc peut-être que ça arrivera jusque chez nous. En Normandie, là, voilà. Ça. Et puis la MHE qui monte du sud. Donc c'est vrai que c'est une très grosse pression. La FCO, c'est les ovins, je crois. Pas, non, non, il y a aussi. Les bovins aussi. Oui, oui. D'accord. C'est à l'origine, oui. Voilà, c'est. Comme son nom l'indique. Mais voilà, il y a beaucoup de pertes sur les ovins. Là, c'est beaucoup de mortalité. Sur les bovins, c'est aussi d'autres, enfin, des animaux qui peuvent mourir, mais c'est aussi baisse de rendement, des animaux affaiblis. Voilà, il y a beaucoup d'autres. Mais là, c'est aussi l'immobilisme cet été aussi du gouvernement qui n'a pas passé les commandes de vaccins très rapidement parce qu'il faut vacciner 2 fois. Il y a un rappel, il y a un temps entre les deux. Et puis le vaccin agit que 3 semaines après la 2e dose. Donc on n'est pas non plus très... comment dire et après, c'est normal, c'est les zones les plus touchées qui ont les vaccins en premier. Donc là aussi, on a un peu été victime de ce ralentissement des décisions cet été, quoi. Donc là, il y a des doses qui ont été commandées, mais je ne sais pas s'il y aura... sans parler de prise en charge, où là, c'est vrai que c'est l'agriculteur peut le faire lui-même, c'est pas forcément le vétérinaire, mais c'est les doses qu'il faudra avoir à disposition, quoi. Donc, pour donner une vous parlez de la FCO, là. FCO, pour les vaccinations, d'accord. Et pour la MHE, pardon. Et sur la MHE, du coup, où ça en est, il y a eu un cas il y a quelques semaines, je crois. Oui, bah, ça a l'air de pas trop remonter, ça a l'air de se remanifester dans les zones où il y en avait. Il faut toucher toujours, c'est toujours, voilà, mais oui, c'est une, voilà, c'est une pression qui est, donc c'est sûr que la précaution, c'est la vaccination. Faut-il encore avoir à disposition de quoi le faire, quoi. Là, c'est la même problématique. Voilà. C'est sensibiliser les agriculteurs à vacciner, mais tout en ayant possibilité d'avoir les vaccins, quoi. Mais peut-être, comme il y avait sur le dossier sanitaire, je vais mettre une comparaison générale. On a tous connu, puis Marie-André parlait de la charge mentale ou des contraintes. On a tous connu, il n'y a pas si longtemps que ça, les contraintes sanitaires pour nous, Covid. Avec les histoires de vaccins. On retrouve un peu la même chose au niveau sanitaire animal quasiment tous les ans. Alors il y a les agriculteurs qui vivent ça de manière un peu allégée, d'autres, voilà, et puis... De toute manière, ça crée des fonctionnements un peu plus compliqués quand même, hein, quand les animaux doivent partir, quand ils doivent arriver. C'est du travail en plus, puis c'est comme quand nous on allait se faire vacciner, eh bien, on a 1 heure ou 2 de perdu, ben là c'est une demi-journée ou une journée de perdu pour vacciner. Enfin, ça met des contraintes aux éleveurs quand même qui sont pas que d'ordre économique, mais aussi d'ordre économique surtout. C'est vraiment c'est un peu une main invisible qui va tomber aussi, quoi. Un éleveur de volaille, il y a toujours un sentiment négatif. Tiens, est-ce que ça va pas m'arriver demain, quoi. Enfin, mais juste aux dernières heures que les animaux partent, quoi. C'est comme ça que c'est vécu. Alors je sais que la plupart d'entre vous le savez, mais au-delà de l'aspect très technique, et c'est important de le dire, c'est vécu aussi comme ça. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y a une charge administrative qui vient en plus et tout, ça a été exprimé aussi largement, il y en a déjà assez autrement, quoi. Et on n'en rajoute pas, on est factuel quand on dit ça, enfin, c'est du vécu, quoi.
Et pour l'affluenza aviaire, on a tout le temps à communiquer de la préfecture quand il y a un cas. Tout à fait. Et je ne sais plus quel terme il donne, mais bon, toutes les volailles sont abattues. Est-ce que l'éleveur est indemnisé? Oui, normalement, il est indemnisé, s'il est vraiment dans le centre du rayon. Souvent, ce qui est mal indemnisé, c'est quand tu es à côté et que c'est pas toi qui a été impacté directement, mais qu'on décale les mises en place ou les zones de protection. Le rayon Oui, il y a une perte indirecte et là, c'est... Et en règle générale, il est indemnisé beaucoup moins rapidement que si... il avait vendu son lot normalement, quoi. Il y a eu des cas de plus d'1 an et demi après le départ du lot, donc inévitablement... Il y a un impact économique quand même. Impact économique très fort. On parlait des céréales. Est-ce que le maïs va lui profiter de la météo humide? Il a l'air plutôt beau vu de la route. Normalement, c'était une bonne remarque. Je vois que vous êtes observateur. Effectivement, il est beau, mais en fait, le risque du maïs, André l'a dit tout de suite, c'est qu'il mûrisse. Et surtout, c'est qu'on a connu ça quand même certaines années, c'est qu'il ne faut pas trop de vent avec trop de pluie, sinon il se retrouve par terre, quoi. Donc, mais voilà, exactement. Parce que je me trompe pas en disant que le maïs a besoin d'une somme de température. Ah oui, tout à fait. Pour arriver à maturité, il faut qu'il ait sa somme de température. Et là, il ne prend pas d'avance, parce que... Avec ce matin, il faisait 400 degrés, évidemment. Que... Quelquefois, il vaut mieux un temps couvert où il fait 15 degrés le matin, et puis 18 dans la journée. La moyenne est meilleure que 20 en max et 5 le... on va avoir pratiquement sur les ensilages presque un mois de décalage. C'est ça. Parce et donc là, c'est pas commencé, juste ceux qui ont besoin de faire la jonction. Et quand on prend les moyennes de météo, plus on décale la récolte d'un mois dans le temps, bien plus il y a un risque de tempête. Enfin, clairement. Parce que l'ensilage, c'est septembre-octobre. C'est ça. Ouais. Ça serait un mois plus tard. Il y en a qui commencent en août, habituellement. C'est vrai que plutôt, entre les changements climatiques, ça va plutôt avancer les récoltes. Et c'est vrai que là, par exemple, la semaine prochaine, c'est le SPAS qui est décalé d'une semaine. Souvent, on était à l'ensilage pendant le SPAS qui était une semaine avant. Et là, dans les 15 jours à venir, ce ne sera pas fait encore. Après, voilà. Ça peut changer. Il suffit qu'il y ait une semaine qui serait très très belle tout de suite. Et non, ça a du décalage. En fait, plus on part, si on parle que du Morbihan, de l'est à l'ouest, de l'est, on va avoir 3 semaines de décalage de récolte en moyenne. Et puis arrivé dans l'ouest, on va être plutôt à 5. Et je ne crois pas me tromper en disant ça, c'est même sûr. Moi j'ai le planning mon ensileuse avec mes collègues, donc je sais qu'il y a 3 semaines, donc moi je suis plutôt à l'est. Et puis j'ai eu un collègue de l'ouest pas plus tard que ce matin, eux ils vont être à 4-5 semaines sûrs. Donc c'est quelque chose. Fin octobre quoi. C'est ça. On s'adapte, les agriculteurs, on est habitué à s'adapter, mais voilà, il faut que ce soit quand même pas des conditions extrêmes, quoi. C'est ça. Par rapport au reste de la France, la Bretagne quand même. Voilà. On s'en tire pas trop mal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt tempéré. On n'a pas eu on n'a pas un territoire pour avoir des inondations comme nos collègues du Nord. On n'a pas un territoire pour avoir des gros orages violents où quand ça arrive, c'est vraiment confidentiel par rapport à des grosses zones comme dans le Sud-Ouest ou même dans l'Est. Donc effectivement, moi quand je dis souvent, on n'a pas de grosses catastrophes parce qu'effectivement, c'est notre métier comme d'autres, d'ailleurs toute la population, on parle souvent de la météo, clairement. Je dis clairement, quand faut regarder le verre à moitié plein, tant qu'on n'a pas de grosses catastrophes, voilà, faut relativiser. Mais c'est pour ça qu'on a des conditions quand même assez propices à faire de l'agriculture. Donc voilà, on doit pouvoir transmettre nos fermes et puis maintenir la polyculture élevage. Ce serait quand même un peu dommage de s'en priver, alors que justement on voit que dans certaines régions de France, il y a des productions qui s'arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus faire, parce que le changement climatique, pas d'eau. Donc voilà, nous on a encore préservé de ce côté-là, quoi. Même si on aimerait bien de temps en temps avoir un peu de soleil quand même. Mais...